nombre d'informations qu'on prend à la minute, on donne plus d'efficacité aux muscles oculomoteurs. Ce qui veut dire qu'ensuite, derrière, si on entretient par simplement le fait de voir, mais comme on va pouvoir voir et traiter plus d'informations, l'œil va pouvoir travailler aussi beaucoup plus rapidement, eh bien on entretient ce système nerveux en même temps et ça devient permanent. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'entraînement perceptivo-cognitif reste permanent, quel que soit l'âge, et même si vous arrêtez de travailler depuis des années. Ce que j'ai pu mesurer aussi. Alors après, on a effectivement d'autres tests, notamment quand on cherche une jambe courte, qui sont plus difficiles à mesurer. C'est l'histoire de la jambe courte. Donc on a du cubitus dorsal, on relâche les pressions au niveau des tensions au niveau des hanches, des rotateurs, et puis ensuite on va tirer sur les jambes pour essayer de mettre les malléoles au même endroit, pour essayer de mesurer si les malléoles sont au même endroit. Puis il se trouve que comme ici, elles peuvent ne pas être au même endroit. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'a priori, la jambe droite, la jambe droite est donc plus courte que la jambe gauche. Et là, le problème, c'est de savoir c'est quoi qui relève du raisonnable. Est-ce qu'une jambe courte de 5 mm, c'est bien? Est-ce qu'une jambe courte de 15 mm, c'est bien? C'est ça qui va nous intéresser. À un moment donné, pour savoir si effectivement c'est bien une jambe courte, autrement dit, on a la mesure en pondonométrie, c'est-à-dire la mesure des membres inférieurs, par exemple. Est-ce que c'est vraiment le fémur, le tibia qui est plus court, ou est-ce que tout ça dépend d'une bascule du bassin? Donc on est sur une déviation pelvienne, et est-ce que c'est mécanique ou est-ce que c'est définitif? C'est-à-dire que le bassin est aligné, c'est juste effectivement un fémur qui est juste trop court. Et ça c'est important parce que ça va changer la prise en charge. Parce que si vous avez effectivement l'impression d'avoir ça comme image et que vous faites des examens spécifiques que je vais vous montrer juste derrière et qu'il n'y a absolument pas de jambe courte, qu'il n'y a pas d'incidence pelvienne, d'obliquité pelvienne, eh bien c'est que le problème est mécanique. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une jambe qui est plus courte parce que quelque part, au niveau du rachis, il y a un blocage. Et ça, c'est l'ostéo qui va le prendre en charge. Et l'ostéo, quand il prend en charge derrière, il refait un test vertical de Barré et on se retrouve normalement avec un système aligné. Ce test, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle le bilan EOS. Que nous, à la clinique, on utilise maintenant, c'est quasiment automatique. On l'utilise quasiment chez tout le monde. C'est un nouveau système de radiographie qui prend le corps en entier. Il y a moins de radiation, c'est quand même vachement intéressant. Donc on en a un Perpignan, donc c'est plutôt bien. L'avantage, c'est qu'avec celui-là, on peut tout mesurer. On peut mesurer réellement les scolioses, les incidences pelviennes, l'obliquité pelvienne, on peut mesurer donc la pondonométrie, donc les différences de membres. Il suffit simplement de faire une image de ce type-là. Et on obtient à côté donc les mesures spécifiques, par exemple l'incidence pelvienne ici, l'obliquité pelvienne, ou les longueurs de fémur, de tibia, longueur fonctionnelle, ce qui nous permet de pouvoir statuer sur y a-t-il vraiment une jambe courte ou pas? Est-ce simplement lié au contexte du bassin? Est-ce que c'est lié au contexte des fémurs? Est-ce que c'est simplement un problème mécanique qu'il faut régler et on va chez l'ostéopathe? Et si c'est une vraie jambe courte, eh bien peut-être qu'effectivement il va falloir mettre des semelles et cette fois elles ne seront plus proprioceptives mais orthopédiques. Donc voilà le type de test qu'on fait donc, quand vous êtes en décubitus dorsal. Donc on va vous amener mâchoire serrée, yeux fermés. Donc ça par exemple, ou mâchoire ouverte, ou mâchoire fermée, yeux ouverts dans un premier temps. Et puis on va regarder s'il y a une différence significative. Vous voyez que là, en l'occurrence, il y en a eu. Alors vous pouvez trouver une verticale de Barré qui vous prédispose à être dans une des 8 classifications posturales, bon, que j'ai vu plus tôt, hein, qui est dictée encore une fois par Gérard Valier. Mais par contre, quand vous êtes en décubitus dorsal sur la table, eh bien, a priori, il n'y a pas de capteur visible. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire le test qu'on appelle tapis mousse. On va se positionner sur un tapis à mémoire de forme, qui est assez épais, qui va partiellement shunter les capteurs podaux. Et on recommence exactement le même test. On va aller mobiliser les capteurs mandibulaires en serrant les dents, visuels en ouvrant les yeux. Et puis on va aller chercher les épines iliaques postéro-supérieures. Donc après, il faut un peu l'habitude pour le faire. Et on va demander à la personne de fléchir, donc de ramener le menton à la poitrine et de tout doucement descendre dos. Et en fait, ce qu'on va obtenir comme résultat, c'est que vous avez donc les 2 pouces qui sont alignés au même endroit. Et si effectivement il y a un capteur qui est déficient, il va y avoir un tonus musculaire asymétrique qui va se mettre en route, et quand la personne va descendre, vous avez un pouce qui va passer au-dessus de l'autre. D'accord? Donc la personne se redresse, les 2 pouces reviennent au même endroit. Donc là, a priori, il y a un tonus musculaire qui s'est créé, qui fait qu'on ne peut pas être mobilisé avec la même intensité des 2 côtés. Donc on va essayer de shunter le capteur mandibulaire par exemple, en ouvrant la bouche, on recommence la même histoire.
j'ouvre la bouche, je garde les yeux ouverts, menton, poitrine, je descends. Et puis là, les 2 pouces partent, ils restent alignés, d'accord? Ils restent alignés et ils reviennent. Donc s'ils restent alignés, ça veut dire que le capteur, celui que j'ai viré, eh bien c'est celui qui, quand il est mobilisé, implique un tonus musculaire asymétrique, donc c'est lui qu'il va falloir traiter. Je vais aller chez le dentiste. Il est probable qu'ensuite, derrière, je fasse d'autres examens, un dentiste posturologue, qu'on mette éventuellement une gouttière pour travailler sur l'occlusion, ou mettre maintenant, ce qui est assez pratique, des alphes, des choses qu'on vous colle sur les dents qui sont quasiment invisibles, qui remettent un peu plus de pression d'un côté ou de l'autre sur les mandibules, et qui permettent de rééduquer les ATM. Voilà, donc on est dans le contexte mandibulaire. Donc voilà un des tests qu'on utilise et qui est assez parlant également. Alors le test de convergence dont je vous ai parlé, donc ça c'est un test qu'on fait absolument tout le temps. Le cover test qu'on peut faire à chaque fois que le test de convergence est négatif, et surtout chez les enfants. Donc vous demandez simplement, vous mettez un stylo à 20 cm à peu près des 2 yeux, demandez à la personne de converger, de regarder la pointe du stylo par exemple, et ensuite vous allez lui cacher un œil avec un cache qui est spécial, on peut faire avec la main évidemment. Et ensuite, quand vous enlevez la main, parce que vous regardez, si c'est l'œil, essaye de retrouver son alignement ou pas, son axe. Il ne faut pas qu'il bouge. S'il bouge, ça veut dire qu'à un moment donné, il a un défaut de coordination et d'alignement. Donc ça veut dire bien confirmer qu'on a un défaut de stabilisation au niveau des muscles oculomoteurs. Donc probablement un environnement qu'il faudra traiter aussi. Là, c'est le test de Maddox. Donc on vous positionne exactement l'outil que vous avez là, donc cette espèce de cache avec des lignes verticales. Quand vous mettez ces lignes verticales devant l'œil, alors la personne doit fixer, à 3 mètres à peu près, doit fixer un point lumineux, avec les 2 yeux bien sûr, les 2 yeux restent ouverts tout le temps. Vous allez cacher cet œil avec ce Maddox. Si vous le positionnez les lignes verticalement, la personne va avoir un trait horizontal. Et il va falloir demander à la personne où est-ce qu'elle situe la lumière qu'elle voit. Est-ce que la lumière est au-dessus de la ligne horizontale? Est-ce qu'elle est sur la ligne horizontale ou en dessous? Et si elle est en dessous, eh bien ça veut dire qu'à un moment donné, on a un œil qui n'est pas aligné, un défaut d'alignement. Okay, et si en plus de l'autre côté on est aligné, alors là ça devient compliqué. Et si en plus l'autre œil lui passe au-dessus de la ligne, alors là il faut vraiment travailler là-dessus. Et c'est, je vous disais tout à l'heure, l'environnement qui est plus difficile à travailler. Et si vous mettez les lignes à l'horizontale, la personne va avoir une ligne verticale et ça donne ça. Voilà, c'est exactement ce que vous voyez. Le test de Maddox, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà utilisé. Et donc, ce qu'on va chercher, les hétérophories verticales, horizontales, et voir où sont, enfin essayer d'évaluer où sont les faiblesses des muscles oculomoteurs pour savoir lequel travailler éventuellement, et 2 ou un seul. Alors pour en revenir sur le statique, pour finir sur le statique, donc systématiquement et aujourd'hui, un sportif que je traite, que je prends en charge, enfin c'est depuis déjà très longtemps, mais que je prends en charge sans faire un bilan spécifique de sa posture. Donc on va faire le test vertical de Barré, le test nucal qui est un test de rotation pour voir s'il y a des accroches au niveau cervico-thoracique. On va faire le test apimousse, le test podal, le test scapulaire, tout ce qu'on vient de voir là. On va faire le test de convergence, le test de Maddox. Et au final, on aura identifié s'il y a une déficience posturale. On va pouvoir, grâce à chacune des déficiences posturales, identifier quels sont les muscles qui sont en surtension, donc qui sont sursollicités et éventuellement raccourcis, d'accord, de manière à pouvoir identifier aussi quels sont ceux qu'il va falloir relâcher et ceux qu'il va falloir renforcer. Et comme ils sont de toute manière impliqués par l'asynchronisme d'un capteur, on va en plus en parallèle travailler sur le capteur. Alors normalement, la posturostatique selon Gérard Vallier, c'est de travailler dans une hiérarchisation qui est très simple. On identifie la posture, la déficience posturale, et on traite le capteur. Basta. On traite le capteur. Une fois que le capteur est traité, ce qui paraît assez logique, eh bien, normalement, les asymétries toniques disparaissent, donc on va les aider un petit peu chez le kiné. Après, c'est le podo qui prend le relais, c'est l'orthoptiste qui prend le relais, ou l'ostéo en première intention. Et puis, une fois que tout ça c'est terminé, on fait un travail musculaire. Sauf que, on sait aussi qu'on devient spécialiste de l'entraînement qu'on subit en musculation, vous le savez pour ceux qui pratiquent, c'est qu'on devient spécialiste donc du mouvement et de l'angle sur lesquels on travaille. Vous travaillez à 90 degrés, vous êtes spécifique à 90 degrés, vous travaillez lourd et lent, vous êtes spécialiste du lourd et du lent. Vous travaillez vite, vous êtes spécialiste du rapide. Donc vous ne pouvez pas être rapide en vous entraînant lourd, c'est pas possible, ça n'existe pas. Pour plein de raisons.
Donc ça veut dire qu'aussi, si vous tenez une posture, comme certains d'entre vous là, sont assis, on faisait la remarque une demoiselle cet après-midi, eh bien votre posture, si elle est souvent, elle vous met souvent en torsion dans la journée, comme c'est, je vois que vous rectifiez votre posture, je vous ai vu. Et donc en fait, si vous avez une posture qui vous met en torsion toute la journée, eh bien c'est la posture que vous allez maintenir le plus souvent dans la journée. Donc elle va devenir la norme. Donc elle va créer une posture de compensation. Tout simplement. Et donc la problématique, c'est que la posture statique n'en tient pas compte de ça. Et c'est là que ça on se met un peu en désaccord, on ne se bat pas non plus, mais c'est que nous on vient d'un domaine qui est lié à l'entraînement, à la préparation physique. On sait que si on travaille sur un muscle d'une manière spécifique, eh bien on va amener le corps à se mobiliser d'une manière liée à cette façon de travailler. C'est ce qu'on appelle les postures de compensation, c'est ce qu'on fait tous les jours en prépa. Et que donc ça paraît assez logique de penser que quand on a une déficience posturale, il faudrait effectivement travailler sur le capteur, mais il faudrait aussi beaucoup travailler tout de suite sur le renforcement musculaire asymétrique, parce que le système nerveux travaille dans les deux sens. Et que ça permet de gagner du temps surtout. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi, ça veut dire qu'il faut être aussi compétent dans ce domaine-là, avoir cette forme de sensibilité et savoir exactement quoi travailler en fonction de quel syndrome de déficience posturale. Et ça nous amène donc à l'analyse posture-dynamique. Pourquoi? Parce que vous travaillez dans le sport de haut niveau et que nous, on n'a pas le temps d'attendre. Comme je dis souvent, dans le sport de haut niveau, on continue là où les gens s'arrêtent et on va là où les gens ne vont pas, parce qu'il faut trouver des réponses tout de suite. Il faut aller dans des environnements qui sont souvent anarchiques, qui ne respectent pas forcément les conditions physiologiques d'adaptation, mais c'est comme ça, parce qu'à un moment donné, on habitue aussi le corps, c'est la micro-évolution, à évoluer dans un domaine qui est très spécifique. Mais nous, il faut trouver des réponses tout de suite, parce qu'un sportif se blesse, c'est un sportif stressé. Un sportif stressé, c'est aussi quelqu'un qu'on a plus de mal à réparer. C'est aussi quelqu'un qui peut coûter cher dans une structure professionnelle, donc on peut se retrouver avec les CPM sur le dos, ça peut aller très vite. Donc il va falloir trouver des moyens, des outils pour essayer de résoudre la problématique. Et alors vous avez par exemple une demoiselle qui est... ou pas. Voilà. Vous la voyez, elle est à peu près équilibrée. Hein. Quand on la voit faire un squat, elle est à peu près équilibrée. En posture statique, elle est à peu près équilibrée. Et c'est une personne qui a dans l'épaule, notamment l'épaule gauche. Et quand on la voit comme ça, on n'a pas l'impression qu'elle est déséquilibrée plus que ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va se renseigner sur sa fonction, ce qu'elle fait prioritairement quotidiennement. C'est une prof de fitness et de muscu. Elle fait du cross-training, donc elle fait de la muscu, elle fait de l'altéro, elle soulève des barres, elle fait des tirages. Donc je l'ai mis en position de tirage. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a une épaule qui est statique. Une épaule qui est statique. Ça, on ne voit pas quand on est en statique, enfin, une épaule qui est bloquée. Quand on le regarde en statique, donc en posture statique, c'est pas quelque chose qu'on voit. Et la douleur se déclenche quand on est dans le mouvement dynamique. Et le mouvement dynamique, là, en le mettant en évidence, eh bien, on peut cibler l'environnement où ça se situe. Et après, on peut essayer de savoir pourquoi. C'est un capteur qui crée un tonus musculaire spécifique, ou ça peut être lié aussi à une pathologie liée à un accident, c'est une traumato particulière, hein, bien sûr. Mais il va falloir faire ce diagnostic. Là, je vais vous le montrer, et ceux de cet après-midi, vous le verrez effectivement un peu mieux. Voilà. Donc vous allez voir un petit peu mieux. Vous avez ici un sportif qui a été un judoka de bon niveau, que j'avais en formation à l'USAP sur la posture, enfin sur les BP force. Regardez-le. Est-ce que vous voyez où est-ce qu'il est son bassin? Regardez son épaule gauche, regardez sa scapula à gauche. Vous voyez pas. Elle est complètement sortie. Donc ça veut dire que au niveau scapulaire, il est en rotation d'emploi horizontale. Regardez son bassin il se décale sur la jambe droite. Et là, on est en squat guidé. Bon, il n'y a pas que ça. Voilà, regardez depuis le début, si j'arrive. Regardez comme il est complètement écrasé à droite. Donc on voit son genou droit qui disparaît et son genou gauche qui sort. Donc il est en train de mettre une pression sur sa hanche à gauche, son genou gauche sort. Il est en rotation d'emploi horizontale, vous voyez, vous voyez pas, là, en fait vous le devinez, son épaule gauche est complètement derrière. Vous regardez aussi son pied droit, je ne sais pas si vous voyez bien, effondrement de la voûte plantaire, il y a une adduction, rotation du tibia sous le fémur, avec un valgus au niveau de son genou droit. Donc il met tout son contexte mécanique à droite qui est en pression. On ne peut pas le laisser comme ça. Et encore, ça n'est que du guidé. Un sportif qui s'entraîne beaucoup. Il a pas mal, hein. Il a absolument pas mal ce garçon. Sauf que là, dans un contexte comme celui-là, si en plus il rentre dans du crossfit, je lui donne 2 mois.
Voilà, en plus, bon, il n'y a pas de tenue du bassin, peu importe. La même. Donc là, on a quoi? Regardez comment elle est. C'est une athlète qui fait de la F. Et elle est en squat guidé. Regardez son genou là. Vous voyez son genou, le genou gauche? Vous avez vu ça? Ça, c'est une instabilité et qui est marquée mais simplement sur un squat. Donc, sur un saut pour avoir unipodal, ça va être une catastrophe. Et elle est qu'en guidée. Donc on a une rotation dans le plan horizontal, on a une jambe droite préférentielle, a priori elle descend sur sa jambe droite, vous voyez son genou gauche par l'extérieur. Jambe droite préférentielle, donc on va sentir seulement qu'on va certainement retrouver une rotation dans le plan horizontal avec une jambe droite qui est forte, mais qui n'exprime pas forcément plus de hauteur. Ce sera la jambe que le cerveau va prioriser dans le freinage et l'accélération. Par contre, la jambe gauche, ce sera une jambe suiveuse. Donc ce que je vous ai expliqué cet après-midi, c'est qu'a priori la jambe droite est plus forte, mais s'exprime moins bien, et la jambe gauche est moins forte, mais s'exprime mieux. Par contre, ça va prédisposer, comme je vous l'expliquais encore, on prendrait un rugbyman comme ça, ça veut dire que cette personne-là, si elle faisait du rugby, le cadrage des bords ne peut exister que droite-gauche ou gauche-droite. Le basket, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que cette personne-là ne fera jamais le cadrage des bordements droite-gauche, gauche-droite, pardon, oui, gauche-droite, simplement parce que sa jambe droite est la forte, et que son cerveau le sait, et que son cerveau, c'est lui qui dirige. Quand vous faites une action motrice, ça a déjà été créé, l'impulsion a déjà été créée par votre cerveau. Au moment où vous vous rendez compte que vous faites quelque chose, ça a déjà été envoyé par le cerveau. C'est pas vous qui décidez. C'est votre cerveau qui va trouver dans votre séquence mémorielle le scan qui correspond à ce que vous êtes en train de faire, et qui va le déclencher. Donc notre boulot, c'est pas de conscientiser la tâche chez le sportif, c'est d'entraîner le cerveau pour qu'il soit capable d'optimiser le contexte de sa séquence, enfin, du nombre de séquences qu'il peut traiter, et ensuite de rendre cet exercice inconscient. C'est ça qui nous intéresse, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, pas autrement. Donc cette fille-là, elle a forcément donc une jambe forte qui se prédispose à être en puissance force et une jambe gauche qui va être plutôt orientée en puissance vitesse. Et c'est ce qu'on va retrouver sur les examens qu'on va pouvoir faire à la main. Elle a une déficience au niveau postural, je ne sais plus, je ne sais pas si on l'avait fait avec elle, mais on a mais par contre, on a donc une sursollicitation des rotateurs internes de hanche sur la face de retour de sa jambe gauche, sursollicitation des fléchisseurs de hanche du même côté, et à des moments de force dans son déplacement qui sont inefficaces. Aujourd'hui, elle n'a rien à faire sous une barre, à squat. Ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est une rééquilibration des tensions musculaires asymétriques pour pouvoir optimiser sa posture dans un axe aligné, de manière à transférer sa force avec une grande efficacité. Regardez cette demoiselle, CrossFit, donc c'est les deux mêmes. Hein. Okay, donc ça c'était au début, elle venait de débuter, il y a plusieurs années de ça. Ok. Vous voyez ces fondements de la voûte plantaire. Vous voyez son genou qui part en valgus, notamment à droite. Regardez son bassin là qui descend complètement à gauche. Ok. Là, c'est le préparateur physique, vous mettez une charge là-dessus. Alors, on ne peut pas en mettre. Alors oui, c'est bien maintenant qu'on a fait le constat, on ne peut pas en mettre, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on se posait comme question cet après-midi. Les gens viennent vous voir à la salle, ils veulent travailler. Vous obtenez ça comme résultat. Ils viennent s'inscrire dans la salle de CrossFit, ils veulent soulever les barres. C'est comme quelqu'un qui vient dans un magasin de voitures acheter une Porsche, puis vous lui dites non, non, vous avez qu'un bon permis, je vous vendrai le chemin. Qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Il va partir. Là, la personne, si vous lui dites non, non, tu vas mettre des barres. Ce qu'on va faire, c'est travailler sur le renforcement symétrique, sur les capteurs. Ça va en prendre du temps, on va relâcher les tensions musculaires, puis tu mettras les barres un peu plus tard. Et puis il va aller dans un coin, puis il va voir les autres tirer les barres. Ça va pas rester. En même temps, c'est ce qu'il faut faire. Donc notre boulot, c'est aussi de changer les mentalités par rapport à ça. C'est la même de l'autre côté. Hein. On ne peut pas, regardez. Allez, regardez ça. Elle nous lance la salsa. Il ne tient pas, il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien du tout. On ne peut pas tenir. Il n'y a aucune équilibration. Il y a d'autres défauts, hein. Il y a plein de défauts, peu importe, la barre est avant, il n'y a pas assez de vitesse, la triple extension n'est pas terminée, il y a plein de choses qui n'existent pas. Mais on va se retrouver dans une difficulté. Et une personne qui se met comme ça, avec une barre en tirage, avec les épaules avant, inévitablement, elle dépasse son centre de masse, ses épaules sont en décoaptation, et ça nous donne ce qu'on voit trop souvent dans les cabinets médicaux et les médecins avec lesquels je travaille,
il y a des gens qui deviennent inflammatoires, et ça devient compliqué. Alors quand est-ce qu'il faut agir? Très tôt, très tôt, et notamment dans la phase prépubère, où justement c'est là qu'on peut travailler sur les amplitudes, on peut travailler sur les étirements, ce qu'on appelle vulgairement les étirements, on peut travailler sur tout le contexte mécanique, parce que c'est dans cette région-là, ça va être lié aussi à notre contexte génétique, mais c'est là qu'il va falloir travailler, parce que le système nerveux arrive à maturité dans cette période-là, et le système hormonal aussi, il faut que les deux soient liés pour que ça puisse se mettre en place correctement. C'est pour ça que développer la force, par exemple, dans la phase prépubère, ça n'a pas de sens, autrement que par le développement du système nerveux. Ça, c'est une évidence. Comme exactement la VMA, ça ne sert pas à grand-chose non plus, puisque vous savez aussi que dans ce contexte-là, les enfants ne peuvent pas utiliser de glycogène comme nous, donc pas d'acide lactique non plus, donc ça devient compliqué pour essayer de mettre de l'intensité, ça n'a pas de sens. Donc il y a peut-être autre chose à faire, et créer de l'efficience par le contexte de coordination et le contexte spécifique du système nerveux. Et c'est dans cette phase prépubère qu'on va pouvoir travailler. Vous avez un enfant ici, pareil, 12 ans, regardez-le, regardez-moi ce genou à droite, ce pied qui s'effondre, et c'est les parents de cet enfant qui me disent « je veux qu'il fasse du rugby, mais je ne veux pas qu'il fasse un travail musculaire asymétrique ». Ouais. Mais ce garçon-là, quand il va rentrer en contact sur un gamin, hein, exactement comme la demoiselle tout à l'heure, son bassin va se mettre en rotation, il va s'appuyer... attends, il va s'appuyer sur quelle jambe? Je ne sais plus. Il va s'appuyer en plus sur la droite, donc il va se mettre en rotation dans le plan horizontal, il va se mettre en torsion au niveau de son contexte lombo-sacré. Inutile de vous dire que ce garçon, il ne se fait pas du bien. Voilà, donc on va reprendre l'analyse. Phase 1, analyse posturaux, recherche un SDP. Donc on va la mettre. Vous voyez que quand vous la regardez à l'image de gauche, c'est vrai que si on a un petit peu l'œil averti, on va se rendre compte qu'il y a une petite asymétrie. On a une hypertonicité à droite, au niveau des scapulaires, peut-être. On ne voit pas grand-chose. Parce que je vous montre notamment le contexte scapulaire. Et si vous regardez à droite la verticale de Barré, vous voyez qu'en fait elle est alignée en haut et que le bassin il dévie complètement à droite. Donc la verticale du centre de masse qui se bat à droite. Donc ça veut dire qu'a priori on va trouver une rotation de son bassin, uniquement de son bassin, c'est la région lombo-pelvienne qui lui fait mal, là, ça tombe bien parce que c'est justement là que ça se met en torsion. Et puis on va certainement avoir un appui plus prononcé de ce côté-là. Maintenant je vais vous donner, donc vous avez compris un peu le principe, et on va voir un petit peu ce qu'on met en place. Mais je vais vous montrer un examen de posture en relation avec la fonction. Et là, vous avez affaire à une nageuse triathlon qui est venue me voir pour des problèmes liés aussi à son coach en natation, qui n'arrête pas de l'embêter parce que son bras droit elle plonge systématiquement, freinateur, etc. Mais en l'occurrence, perte de confiance en elle, bien évidemment. Donc on pourrait travailler sur ce contexte-là, sur la stratégie mentale. On pourrait très bien faire ça. Sauf qu'il faut d'abord se renseigner sur la réalité du problème. Est-ce qu'elle est mal dans sa peau parce que c'est juste sa relation avec son coach? Est-ce qu'elle a mal parce qu'elle a une pathologie particulière? Est-ce que tout ça, c'est pas lié finalement à une dysfonction qui, malgré sa bonne volonté, l'empêche de bien faire et donc la met en conflit avec son entraîneur? Et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc ce qu'on va regarder, c'est une photo prise de dessus. On va se rendre compte qu'elle a une rotation dans le plan horizontal. Vous remarquez que la fesse droite est en arrière par rapport à la fesse gauche. Et que c'est l'inverse au niveau des scapulaires. Donc cette fille, elle est en torsion. Donc toute sa colonne vertébrale est en torsion. On va regarder sur la verticale de Barré, elle est complètement alignée au niveau du bassin. Quand on remonte au niveau cervico-thoracique, l'intérodéviation cervico-thoracique, avec une épaule droite qui est plus haute. Ce n'est pas forcément un hypertonus musculaire de ce côté-là, c'est peut-être simplement qu'elle a une latérodéviation liée à un capteur céphalique, mandibulaire ou visuel. Okay. Et puis vous regardez ses mains. Vous voyez ses mains. La main gauche, elle est derrière, la main droite, on ne la voit pas. Donc ça vient bien mettre en évidence que son épaule droite, elle est devant. Ça veut dire quoi dans la réalité de sa nage? Ça veut dire qu'à chaque fois que cette gamine elle nage, elle a l'épaule avant, elle a l'épaule là, qui descend et qui est devant. Donc à chaque fois qu'elle pose le bras dans l'eau, le bras coule. Donc le bras coule. Donc si le bras coule ici, donc tout de suite, puisqu'à la rotation, dès qu'elle va poser le bras, comme elle est déjà en rotation dans le plan horizontal, son épaule va plonger, son bras aussi, la colonne d'eau va taper ici, donc elle va être freinatrice. Par contre, elle va être rattrapée derrière, il n'y a pas de problème. Et son entraîneur, il est sur le bord du bassin, il lui gueule dessus, remonte ton bras, aligne ton bras, ton avant-bras, il faut qu'il soit horizontal, très bien. Sauf que la gamine, elle fait ce qu'elle peut, mais ça ne marche pas. Mais ça ne peut pas marcher. C'est ça la réalité. Ça ne peut pas fonctionner. Ça n'est pas possible. C'est juste pas possible. Voilà. Et donc c'est en ça que l'analyse posturo-statique et dynamique, liée à la fonction, même s'il n'y a pas de pathologie, est super importante, parce que ça permet de comprendre, et de faire comprendre aussi à un entraîneur ou à un nageur, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et le problème, il est réglé.
on va travailler le capteur, on va ramener l'épaule avec les fixateurs de l'omoplate, avec le rotateur externe, on va travailler sur des postures particulières, et puis à partir de là, on va remettre tout ça dans l'axe. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et comme par hasard, son bras, elle l'aligne, sauf qu'après, elle avait tellement morflé dans ce contexte qu'elle n'a plus voulu continuer. Une fois qu'elle a eu réaligné son bras, eh bien, elle a trouvé ça injuste. En fait, on l'avait malmené pendant trop longtemps, en lui faisant croire qu'elle n'était pas investie alors qu'elle l'était. Et c'est pas tout, je lui ai fait courir, cette pauvre enfant, triathlète, et elle en a plus talon. Donc je vais regarder quoi? L'alignement segmentaire. Je vais regarder dans la phase de suspension comment sont organisés ses pieds. Donc s'il y a un mouvement d'éversion, d'inversion, d'abduction, si effectivement quand elle pose son pied, elle le pose plutôt avant-pied, milieu-pied ou talon. Si elle le pose sur le petit orteil, sur le gros orteil, c'est ça qui va m'intéresser, savoir si l'arche antérieure est motrice ou elle ne l'est pas. Et en l'occurrence, elle ne l'est pas. Donc on a une fille qui est en torsion, donc elle a les épaules comme ça, les bassins dans l'autre sens, donc c'est déjà compliqué à mettre en place. Et à chaque fois qu'elle court avec une grande amplitude où elle pose le talon en premier. Et donc si elle pose le talon en premier, elle se retrouve dans une situation à chaque fois qu'elle pose le talon, donc le talon, le cycle avant est très loin vers l'avant, et à chaque fois qu'elle le pose, elle va fléchir ici. Et elle va faire la même chose de l'autre côté. On ne le voit pas en vitesse réelle, parce qu'en vitesse réelle, ça va vite. Et si on n'a pas l'œil, on ne le voit pas. La problématique, c'est qu'à chaque fois, elle est freinatrice, elle s'écrase, elle a déjà une rotation, donc elle a des policiers bassin. Imaginez, elle est comme ça. C'est Quasimodo, ce que je disais tout à l'heure. Elle est comme ça et elle le répète. Et nous, on ne le voit pas, bien évidemment. Mais elle n'est pas en suspension. Et comme elle appuie sur le talon, il n'y a rien qui prend l'impact en bas, donc l'onde de choc remonte et c'est le bassin qui va prendre. Et les genoux aussi. Et elle va être pathologique, cet enfant. La solution, c'est de raccourcir l'amplitude, on travaille sur la fréquence, on remet l'avant-pied en situation. Ça ne va pas régler la posture, mais ça va diminuer l'impact sur les étages supérieurs et ça va la mettre dans une situation beaucoup plus confortable. Mais elle va aussi entretenir sa vitesse. Vous comprenez l'idée? Donc cet enfant-là, c'était sûr que là, on peut la faire courir, lui faire du fractionné, de l'intermittent, des séries longues, il ne se passera rien. C'est pas possible. Il faut réapprendre à courir, il faut se remettre dans l'axe, il faut réaligner les empilements articulaires dynamiques, et à partir de là, on peut commencer à travailler. Et donc, elle est ce qu'on appelle une stratégie de hanche. Donc, on va regarder ce pied. À chaque fois qu'elle va poser le pied, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder si le genou reste aligné ou pas. Autrement dit, s'il y a de la stabilité. S'il n'y a pas de stabilité, vous avez le genou qui part vers l'intérieur en valgus. Vous avez donc normalement une rotation externe du tibia sous le fémur avec une abduction du pied, du même côté. Donc, la force impactée par la hanche, puisqu'elle est en stratégie de hanche, puisqu'elle ne fait rien avec les pieds, puisqu'elle est talon, elle ne peut pas utiliser son pied. Eh bien, cette force, elle part vers le genou pour se diriger vers le gros orteil, sauf que le genou il part vers l'intérieur, donc au lieu de partir dans l'axe, sa force, elle part vers le genou, donc un moment de force, elle part entre le genou et l'axe, grosso modo. Et puis, comme le tibia part en rotation externe, eh bien, il n'y a qu'une partie simplement de la force qui va aller jusqu'au gros orteil. Et on va dire, elle ne va pas vite. Ben ouais, donc on va lui faire travailler la force et la puissance, du fractionné, elle ira plus vite. Non, elle a de la force, elle a de la puissance, mais elle ne peut pas l'exprimer parce qu'elle n'est pas alignée. Alors, la phase 2, c'est le test. Donc, la phase 1, c'est la verticale de Barré. La phase 2, on va faire le test, à tous les tests statiques, le test de squat. Regardez cet enfant qui fait du tennis et de la gym. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a pas de tonus musculaire, pas de stabilité. Et pourtant, il fait de la gym, comme tout le monde. Donc, il va mettre de la puissance, de la vitesse dans l'expression de son travail. C'est un jeune enfant. Donc, il a 12 ans, 13 ans, 14 ans, je ne sais pas. Donc, ce qu'on cherche là, c'est l'inclinaison du bassin, la rotation du bassin, la jambe forte, le valgus symétrique ou asymétrique, les mouvements d'éversion au niveau des pieds, l'affaissement de la voûte plantaire, etc. C'est ça qu'on va rechercher. Regardez son bâton là, qui est complètement incliné avec une rotation dans l'horizontale de la droite vers la gauche. Voilà ce qui se passe. Et cet enfant là, il est pris en charge par 2 clubs où il y a effectivement un travail musculaire associé. Pas dans les meilleures conditions. Donc là, il y a des rotateurs externes à travailler, de hanches, et notamment TFL en flexion et moyen fessier, etc. Je fais le test aussi de profil. Pourquoi je fais le test de profil en squat? Parce que je vais chercher une chaîne postérieure trop courte, par exemple, une jonction hanche-cuisse qui est trop fermée, par manque d'amplitude des fléchisseurs de hanche et des quadriceps, et de force également, et une rotation dans l'horizontale et une inclinaison latérale. Voilà ce que je vais chercher, ça donne ça. Voilà, donc vous avez la tête qui est en avant des genoux, donc ça veut dire que le bras de levier impacte considérablement la jonction lombo-pelvienne. Vous mettez 10 kg ici, vous en avez 600 sur les dernières vertèbres, donc c'est pas rien. Mais en même temps, vous avez une inversion de la courbure angulaire. On
On pourrait penser que c'est une chaîne postérieure qui est trop courte, mais c'est surtout qu'il est trop penché vers l'avant par manque d'amplitude et de force des fléchisseurs de hanche. Donc il va falloir le redresser en donnant de l'amplitude à ces fléchisseurs de hanche. Et parce qu'on va faire ça, on va contrer le manque d'amplitude éventuellement de la chaîne postérieure, même si on peut la travailler en même temps. Et ça va nous permettre de mettre ce garçon en situation confortable pour pouvoir ensuite appliquer une charge verticale, notamment squat. Vous avez vu le bâton aussi. Ce qui est intéressant avec le bâton, c'est que c'est pas lourd, donc c'est pas traumatisant. Par contre, on va voir que quand il descend en flexion, vous avez l'épaule gauche qui passe devant. Donc on a certainement, soit par manque d'amplitude d'une épaule, manque de souplesse d'une épaule, soit une latérodéviation, une rotation dans le plan horizontal. On a certainement un capteur qui est impliqué ici. Comme on a affaire à un enfant de 12 ans ou à peu près, c'est son père d'ailleurs qui filme derrière, eh bien on a certainement une encéphalie à très haut. Pareil, chute d'arraché, pour ceux qui font de l'haltérophilie ou qui vont un peu plus loin dans la démarche, eh bien on cherche la même chose. Là, je ne sais pas si vous regardez son épaule droite. Elle est décoaptée, son épaule droite. Donc en fait, il tient sa barre et son épaule, elle est partie devant. Bon, pour ceux qui sont haltérophiles, je pense que vous l'avez déjà vu. Donc il est aussi à un angle fermé hanche-cuisse à gauche. Donc a priori, il descend sur sa jambe gauche forte. Comme tout à l'heure, c'est celle-là qu'on ira prioriser, mais ça veut dire que quand il est en chute d'arraché, il met en danger son épaule, sa barre elle n'est pas bien placée correctement. Donc là, il est en butée articulaire, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout, il va se faire mal à l'épaule. En plus, il ne sera pas efficace, il manque d'amplitude, parce qu'il n'est pas verticalisé, et en plus, il descend à gauche. Voilà le même, inversion de la courbure lombaire, pareil, c'est pas le même gars, mais c'est le même groupe. La barre est devant, manque d'amplitude au niveau des épaules, il ne peut pas tirer une barre ce type, c'est pas possible. Elle est trop en avant là-bas. Donc il plonge vers l'avant, ses épaules aussi, là c'est les deux épaules qui partent en saucisse, mais en même temps, il va se retrouver avec une inversion de courbure lombaire et probablement une rotation aussi. Vous regardez les talons ne touchent plus le sol, il a un vrai problème. On ne peut pas le laisser en charge ce type-là, c'est pas possible. Et là je vais vous montrer simplement le test qui mettra en évidence l'instabilité au niveau du genou. C'est un test squat unipodal. Vous avez vu la jambe droite là, il n'y a rien qui tient, complètement instable. Et en plus, il a une hypertrophie à droite, pour la gauche, mais il est complètement instable. Donc c'est pas parce qu'on est fort, c'est pas parce qu'on est volumineux au niveau musculaire que les articulations elles tiennent et qu'elles peuvent transférer la force et la vitesse. C'est pas vrai. Regardez sur ce test-là. Ce sont des tests hyper simples. Vous avez les sportifs, vous les déshabillez, vous les foutez avec des trucs moulants pour pouvoir voir les articulations, vous leur faites ce test. Si ça ne tient pas, c'est pas la peine de continuer à faire de la force. Il faut vraiment les mettre dans une situation de stabilisation, parce que la force dont ils disposent déjà leur suffit largement. Le biotest que vous connaissez certainement aussi, que j'utilise beaucoup dans le contexte de l'analyse posturale dynamique, je fais réaliser 5 sauts sur la jambe droite en squat jump, 5 sauts sur la jambe gauche, pour voir laquelle est forte, laquelle exprime une hauteur de saut la plus importante. Et j'essaie de corréler ça ensuite avec la déficience posturale. Si j'ai une rotation dans le plan horizontal droite-gauche, je m'attends à avoir une jambe droite forte. Jambe droite forte, c'est celle que le cerveau priorise sur tous les mouvements d'arrêt et les mouvements d'expression de poussée. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus forte, effectivement, parce que comme elle est forte, elle est moins orientée sur la vitesse, donc ce n'est pas une jambe de coordination. Inévitablement, je vais le voir sur l'accéléromètre. Je vais avoir une jambe forte qui s'exprime moins bien. Donc elle est en puissance forte, l'autre est en puissance vitesse. Ça vient se confirmer dans quasiment tous les cas. Ça n'est qu'un outil parmi les autres qui permet l'évaluation. Et puis un autre outil de la posture, un enfant qui vient le voir, on est sur les stratégies mentales, là, c'est quelqu'un qui est un gamin qui ne se sent pas bien du tout dans ce qu'il fait, c'est l'épaule jeune ski, donc il a une difficulté, donc virage droite-gauche, parce qu'il est beaucoup trop haut, parce qu'il glisse, il s'écarte de la porte, très bien. En fait, il est dans une situation qui ne va pas bien, ses parents me contactent pour que j'essaie de discuter avec lui sur l'optimisation de son projet, très bien, et puis je décide de le mettre tout de suite, parce que je connais le ski, je sais exactement ce qu'ils font, puisque les entraîneurs de ce pôle-là, c'est moi qui les ai eu en cours à la fac, donc je sais ce qu'ils vont mettre en place, et je le mets en situation de flexion. Et il part complètement à gauche, il est complètement en décalage, c'est même pas une analyse posturale, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, c'est juste une flexion.